Ripley, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Bonjour à tous, c'est Vera. Bienvenue dans Witchy Planet, la chronique qui vous emmène partout dans le monde à la découverte de lieux envoûtants et emblématiques de l'ésotérisme. C'est parti, suivez le guide. Eh bien, on t'écoute. Eh bien, aujourd'hui, tu l'as indiqué, Alina, pour cette première du Réveil des Enchanteurs, je vous propose d'aller dans une destination fort à propos par rapport à la saison. C'est à Dublin pour aller fêter Samhain ou Samhain pour ceux à qui ça parlera un petit peu plus, ou on va dire l'ancêtre d'Halloween. Waouh, que de bonheur! Et oui, alors vous connaissez mon attachement pour toute cette région, le Royaume-Uni, l'Irlande, et voilà, j'ai longtemps hésité, comme tu le sais, mais là je me suis dit allez, on est vraiment dans, je ne sais pas comment commencer chez vous, mais moi je suis à fond là dans mes préparatifs pour Samhain. C'est dans 10 jours, donc je me suis dit allez, je vais me mettre un peu plus encore dans l'ambiance et vous proposer qu'on se rende dans une destination qui est vraiment the place to be pour aller fêter Halloween, puisqu'en fait l'Irlande c'est véritablement le berceau de cette grande fête celtique qu'est Samhain. Donc, comme à l'accoutumée, je vais vous proposer déjà de visiter la ville. On va partir à la découverte aussi de son histoire, de son visage, et ensuite j'aurai l'occasion de creuser un peu plus la dimension ésotérique du lieu, à savoir les origines et les caractéristiques de la fête de Samhain. Vous proposer au passage une petite recette witchy, et puis éventuellement répondre à vos questions s'il y en a. Eh bien, c'est un magnifique programme, ma très chère Vera. On a hâte. C'est parti. Bon, super. Bon, je crois que tu me disais en termes de timing, on a à peu près 40 minutes, c'est ça ? Oui, à peu près 45 minutes. Hein. Tu vas même vers moins 10, hein, ça ira très bien. Hein. D'accord. Non, écoute, ça devrait normalement coller. Donc, et n'hésite pas aussi, Alina, hein, bien sûr, à m'arrêter parce que tu sais, hein, quand je suis partie, là, je plonge dans ma destination. Donc, n'hésite pas à m'arrêter. Ou s'il y a bien évidemment aussi des questions ou des commentaires dans le chat, je suis à votre écoute. Alors, Dublin, c'est quoi ? C'est la capitale de la République d'Irlande. C'est une ville à l'histoire riche, aux facettes multiples, et aussi de par ses origines celtiques, c'est le berceau de traditions païennes, telles que la fête de Samhain, comme je vous l'indiquais. Alors, c'est une célébration qui est vieille de plus de 2500 ans et qui serait à l'origine de la fête d'Halloween. Alors, pour vous présenter un peu davantage la ville, donc Dublin, c'est la plus grande ville d'Irlande, dont elle est la capitale. Elle est située en fait sur la côte est du pays, donc c'est une ville côtière de la mer d'Irlande, donc au fond d'une baie semi-circulaire. Et c'est la plus grande ville d'Irlande, à la fois en importance, tant dans la vie, je dirais, économique et culturelle, qu'en nombre d'habitants. Et ça, c'est le cas depuis le Haut Moyen-Âge. Dublin, c'est donc le premier port de commerce irlandais en relation surtout avec la Grande-Bretagne, mais c'est aussi le premier port de pêche. On y trouve la moitié des emplois industriels. Donc en Irlande, on a spécialement une orientation vers le textile et la chimie. Et c'est aussi le premier centre culturel et religieux, puisque Dublin a 2 cathédrales et 2 universités qui sont à chaque fois catholiques et protestantes pour chacune d'entre elles. Et Dublin est aujourd'hui classé à la 66e place dans l'index des places financières mondiales et a le plus fort taux de développement parmi les capitales européennes. Sa population est de 550 000 habitants au dernier recensement, donc c'est plus du quart de la population totale du pays. Et pour son climat, c'est un climat typiquement océanique, avec des hivers qui sont somme toute assez doux, environ 5 degrés, mais des étés frais, environ 15 degrés. Donc pensez bien, si vous vous y rendez, à emmener votre petite laine et votre kawaii, parce que moi, une fois, je me suis fait donc j'étais bonne pour aller m'acheter quelques vêtements là-bas. Voilà. Alors vraiment, Dublin, c'est une ville qui est hyper charmante. C'est une ville à taille humaine. On peut traverser le centre-ville en 1 heure. Tout est très facile à faire. Donc vraiment, c'est une ville très chouette. Et même si vous allez en famille avec des enfants, c'est vraiment une destination rêvée.
Alors voilà pour, je dirais, les principaux traits de sa carte d'identité. Et maintenant, je vais vous proposer de plonger dans l'histoire de cette ville enchanteresse. Alors c'est une ville très ancienne, puisque les premiers peuplements dans la région de Dublin remontent à l'époque préhistorique, avec des traces d'activités humaines qui datent d'environ 6000 avant Jésus-Christ. Ensuite, ce sont donc des tribus celtes qui sont arrivées dans la région aux environs de 500 avant Jésus-Christ et qui ont apporté leur langue, leur culture, leur art, qui ont tant influencé l'histoire et l'identité irlandaise jusqu'à nos jours. Donc ces Celtes se sont installés sur les bords de la Liffey. Alors la Liffey, c'est la rivière qui traverse Dublin. Et comme c'est une rivière qu'on franchissait facilement à gué, ces Celtes l'ont nommé Baile Atha Clias, qui signifie en gaélique la ville du gué des haies de roseaux. Voilà, ils aimaient bien les villes un peu avec des noms à rallonge. Et ensuite, à l'époque romaine, donc vers 140 après Jésus-Christ, c'est Ptolémée qui a cité le nom d'une localité au même endroit où se trouve Dublin, et cette localité, il l'a nommée Eblana Civitas. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, la période un peu plus antique. Mais la période qui a été, je dirais, très fondatrice pour l'histoire de Dublin, c'est naturellement l'époque viking. Donc les Vikings, les Norvégiens, ont envahi la région au IXe siècle, on situe ça environ vers 840, et ils ont fondé à cet endroit la première véritable ville à l'emplacement de l'actuel Dublin. Ils l'ont utilisé comme base pour leurs raids, puisqu'ils savaient qu'ils étaient en mode conquête, mais aussi pour leurs échanges commerciaux. Et donc, c'est les Vikings vraiment qui ont eu un impact significatif sur le développement de la ville. Ils l'ont d'ailleurs nommé Dublin, signifiant l'étang noir en gaélique, en référence aux eaux noires de l'estuaire. Et en fait, la municipalité de Dublin a été obligée, lors du millénaire, de trouver une date de naissance pour la ville. Et ils ont choisi la date de 988, date de la première trace écrite du paiement d'un impôt. Et c'est à cette même époque que Brian Boru, qui est le principal et peut-être unique, on va dire, roi d'Irlande, a réussi à unifier la plus grande partie de l'île et à s'imposer comme roi, empêchant les Scandinaves de faire main basse sur l'île. Voilà. D'ailleurs, on retrouve, je crois que c'est à la bibliothèque du Trinity College, la harpe de Brian Boru. La harpe qui est vraiment l'emblème de la ville, puisque vous verrez aussi que ce qui traverse en fait la rivière Liffey, c'est un pont qui est aussi très emblématique, qui est en forme de harpe. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que vous retrouvez aussi sur le logo de la Guinness, n'est-ce pas? Une harpe, mais c'est magnifique ça. Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'emblème du pays et de la ville en particulier. Voilà, et puis après vient la période du Moyen-Âge, mais aussi de la domination anglaise. Donc au XIIe siècle, les Normands originaires d'Angleterre ont conquis la ville et ont renforcé leur contrôle sur l'Irlande. Et c'est à cette période que la ville a connu une expansion assez importante, avec la construction de nombreux châteaux et églises, dont la cathédrale Christ Church et la cathédrale Saint-Patrick, que vous pouvez toujours visiter. Et puis, malgré plusieurs rébellions, la domination anglaise sur Dublin, l'Irlande, s'est poursuivie, comme vous le savez, jusqu'au XXe siècle. Alors, au XVIIIe siècle vient l'ère géorgienne qui, dans ce pays, mais aussi partout dans le Royaume-Uni, a permis en fait un essor architectural et culturel assez important, avec la construction de bâtiments emblématiques comme justement le Trinity College, dont je vais vous reparler, le Custom House, qui est en fait la douane, et puis pas mal de bâtisses géorgiennes très élégantes. Et à cette époque, Dublin était considéré comme l'une des plus belles villes d'Europe et un centre politique et culturel majeur de l'Irlande. Ensuite, pour continuer et finir sur l'ère moderne, il y a eu ce fameux mouvement pour l'indépendance et la création de la République d'Irlande. Donc c'est au cours des 18e et 19e siècles que les Irlandais, comme vous le savez, se sont battus très fort pour leur indépendance face à la domination britannique, avec différents épisodes comme justement le soulèvement de Pâques en 1916, puis la guerre d'indépendance irlandaise, une guerre civile, et tout cela a finalement abouti à la création de l'État libre d'Irlande en 1922 et la proclamation de la République d'Irlande en 1923.
1849. Donc le XXe siècle ensuite a été une période de développement, de transformation très important pour la ville, avec beaucoup de croissance démographique et économique et de nombreux défis, en particulier la lutte contre la pauvreté, puisque c'est quand même aussi une des facettes du pays, et la modernisation de ses infrastructures. Et depuis le début du XXIe siècle, Dublin s'est affirmé comme une métropole qui est très moderne, dynamique, qui attire de nombreux investissements internationaux. Donc il y a beaucoup de sièges de grandes entreprises, parce qu'il y a aussi une fiscalité un petit peu, on va dire, favorable là-bas, n'est-ce pas, et qui accueille un très très grand nombre de touristes chaque année. C'est une ville qui a un patrimoine historique riche, mais surtout, comme je vous le disais, qui a aussi une atmosphère conviviale. Donc c'est une capitale, mais qui a plus, on va dire, le rythme et les charmes vraiment d'une ville à taille humaine. Voilà pour un petit peu la révision, on va dire, du cours d'histoire sur la ville de Dublin. Donc, comme je vous l'indiquais, donc il y a plein de sites incontournables à visiter. C'est la cathédrale de Christ Church, qui a été fondée au XIe siècle et qui est un exemple remarquable d'architecture gothique. Vous pourrez aussi vous rendre à la cathédrale Saint-Patrick qui est le saint patron de l'Irlande. Donc c'est une église qui a été construite au XIIIe siècle et qui est un des rares bâtiments qui subsistent encore de la cité médiévale de Dublin et qui est aujourd'hui donc la cathédrale nationale de l'Église d'Irlande. Vous pourrez aussi flâner dans le parc de St. Stephen's Green, donc qui vous permet vraiment de vous poser, qui est très très agréable. Vous pourrez aussi visiter bien sûr le château de Dublin dont je vous ai parlé, qui a joué un rôle de premier plan dans l'histoire du pays et depuis sa création en 1204. Donc c'est un château qui a servi de résidence royale mais aussi de centre administratif. Et puis, vous avez le Musée national d'Irlande qui vous permettra de plonger dans l'histoire, dans l'archéologie des différentes époques vikings, celtiques, médiévales de l'Irlande, mais aussi dans le mode de vie des Irlandais depuis 1850. Et puis enfin, vous pourrez finir par une pause dégustation de bière à la Guinness Star House. Donc c'est l'entrepôt Guinness qui est donc le berceau de la boisson la plus emblématique d'Irlande, la fameuse stout noire et mousseuse de Guinness. Voilà pour, je dirais, la visite des Moldus à Dublin. Est-ce que tu connaissais, est-ce que tu t'es déjà rendue, toi, Lina, à Dublin? Alors, je connais l'Irlande, parce que j'ai fait tout un périple en Irlande du Nord, notamment, fan de Game of Thrones, bien sûr. Ah, super. On a fait tous les sites de Game of Thrones, on a vu tous les dolmens, c'était magnifique. Et je sais plus si c'était avec toi ou avec un autre auditeur avec qui j'échangeais, pardon. En fait, on évite les grandes villes et donc on n'a pas fait Dublin. Donc c'est la seule chose qu'on n'a pas fait en Irlande, c'est bien Dublin. Donc tu m'as donné envie. Ouais, franchement, et puis en plus c'est une ville qui est quand même aussi pas mal desservie par les compagnies low cost. Donc et puis c'est une ville qui peut se faire en 3-4 jours. 3-4 jours, franchement, ça suffit pour bien arpenter et voir tout ce qu'il y a à voir de Dublin. Mais je te rejoins, moi j'aime bien aussi, on va dire, un petit peu j'aime bien faire du tourisme plutôt, on va dire, en mode coin reculé, on va dire, pour éviter justement les foules et puis les coins un petit peu trop touristiques. Mais c'est vrai que Dublin reste touristique malgré tout, mais c'est vraiment une ville qui est vraiment très agréable et vraiment très très chouette et vraiment c'est ce mélange à la fois ses origines celtes, gaéliques et puis en même temps cette modernité ambiante et le contraste est vraiment bien. Alors c'est vrai que moi je suis comme toi, en fait, j'aime beaucoup quand je visite un pays, c'est vraiment entrer dans la campagne profonde pour pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur un petit peu de l'ambiance des habitants. En ville, c'est vrai qu'on a moins ça. Après, il y a de magnifiques architectures, c'est clair, à visiter. Là, j'ai vu Édimbourg en Écosse, c'était une tuerie, une tuerie. En plus, j'y suis allée en plein dans le festival, alors je te dis pas le monde de dingue. On n'avait pas fait exprès. On savait pas que le festival était à ce moment-là. Donc on s'est retrouvé avec énormément de monde. Mais même, tu vois, en parcourant les toutes petites rues et tout de pierre en Écosse, à Édimbourg, on a vraiment réussi à entrer dans l'univers ambiant de cette ville. Et concernant Dublin, est-ce que tu sais s'il y a des moments où il faut éviter? Est-ce que tu vois, par exemple, pour l'Écosse, je me suis fait avoir.
Des moments à éviter, non, pas vraiment. Après, bon, bah, ça dépend aussi ce qu'on y cherche. Hein. C'est toujours pareil. Ça reste une capitale, donc ça reste. Il y a quand même toujours, on va dire, un flot continu de personnes. Mais non, je dirais que ça dépend vraiment ce qu'on y cherche, et puis aussi de sa tolérance au climat. Voilà. Donc c'est c'est aussi cet aspect-là qui peut jouer. Mais c'est vrai que tu parlais d'Édimbourg, et on peut faire le parallèle, alors, toute proportion gardée évidemment, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses similaires entre l'Écosse et l'Irlande, évidemment, mais c'est pas, bien sûr, pas les mêmes histoires. Mais c'est vrai que ça reste, c'est en fait aussi Édimbourg, c'est aussi une capitale qui est facile à faire. Voilà, qui est facile à faire, et c'est vrai que c'est très très chouette. Donc tu es allé au mois d'août, toi, en fait, hein, puisque t'es tombé en plein dans le festival de musique à Édimbourg. Tout à fait, et j'ai vraiment. Et là, c'est blindé par contre. Hein. Ah, oui, c'est blindé, c'est blindé. Après, on a fait le périple, c'est-à-dire qu'on est parti, donc on a pris le bateau. Et après coup, on avait notre voiture. On s'est dit, on va garder notre voiture parce que c'est vrai que tu conduis à gauche. Oh oui, m'en parle pas. Donc mon mari s'est dit, on va garder notre voiture. Donc on a pris le bateau et puis en fait, on a monté toute l'Angleterre sur la gauche. Donc on a été dans plein de villes magnifiques, les campagnes. Donc on est monté jusqu'en Écosse. On a fait un petit contour autour de l'Écosse, enfin l'Écosse du Sud. On est passé par Édimbourg et puis on est redescendu sur l'est, donc de l'Angleterre. On a visité Windsor, etc. Donc on a fait un petit périple de quelques jours. On a fait le tour un petit peu, voilà, du Royaume-Uni. Et alors ce qu'on a fait aussi le mur. Alors, je sais que j'avais dit une bêtise, je me souviens quand j'avais mis sur Facebook, et d'ailleurs je fais plein de gros bisous à Marie-Roux, elle m'avait rattrapé. C'est pas le mur d'Alexandrie, si? Tu sais, qui sépare? Il y a le oui, non, c'est pas non, c'est le quelqu'un va le trouver dans le chat. Maintenant que tu as dit Alexandrie, ça me vient plus. Mais oui, je vois, c'est le mur qui sépare tout le long en pierre sèche là. Oui, alors on l'a fait, on avait des moutons, c'était magnifique. Je suis en train de redescendre dans mes publications. Allez, si quelqu'un dans le chat le retrouve, il gagne notre connaissance éternelle. Pour tout ça, je suis en train de te parler, en même temps je redescends dans mes publications parce que je l'ai noté en fait. Je l'ai noté sur mon mur, mais je m'en souviens plus. Marie-Roux, si tu nous écoutes. Alors, évidemment, c'est vrai que là, on parlait de l'Écosse, mais si on revient en fait à l'Irlande, là, on parle d'une capitale, on parle d'un tourisme, on va dire, citadin. Maintenant, bah, c'est sûr, si tu me poses la question entre aller à Dublin ou aller au fin fond du Connemara, bah, je choisis le Connemara, c'est sûr, hein, parce que moi, c'est vraiment un des pays qui m'a vraiment le plus marqué. L'Irlande, je crois que, si ce n'est, on va dire, peut-être le pays qui m'a le plus marqué, parce qu'il parle vraiment à mon cœur, parce que c'est un pays, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, en fait, quand on arrive en Irlande, on a l'impression d'être chez soi. C'est quelque chose vraiment qui prend aux tripes, et puis en fait c'est aussi cette présence de la nature, la force des éléments quand on fait des promenades au bord, sur les côtes. Enfin là on se sent vivant, quoi. Non, franchement c'est juste waouh l'Irlande, quoi. Juste waouh. Je te rejoins parce que tu vois, c'était l'un de mes premiers voyages un peu mystiques. Au début de mon cheminement, et en fait on voyait même des arbres avec plein de rubans parce qu'on était allé pour Beltane, tu sais, donc oui, de juin. Oui. Et franchement, mais c'était trop beau, quoi. Enfin, la campagne profonde d'Irlande, on ressent vraiment l'énergie des personnes qui respectent la nature, et surtout deux qui sont appelés par le côté un peu féerique et faérie, quoi. Les esprits de la nature et tout ça, ils y croient à fond, hein. Ils sont à fond. Ouais, c'est vrai. On a dormi chez l'habitant, tu sais, dans les bed and breakfast, donc on était vraiment plongé dans l'ambiance irlandaise, hein. Vraiment la vraie Irlande, et je suis ressortie de ce voyage, mais avec plein de papillons dans les yeux, quoi. C'était trop beau. Donc merci à Robert. Donc c'est Adrien, le mur d'Adrien. Voilà. Merci Robert. Poussière d'étoile, Robert. C'était pas le mur d'Alexandre. Non, c'était un A aussi, mais voilà. Non, le mur d'Adrien, exact. C'est un H avec Adrien, c'est un H, c'est même pas un A. Ah ben non, un H. Bon alors c'est bon, j'arrête là de faire ma maline. J'ai pensé à Game of Thrones, tu sais, avec le fameux mur de Game of Thrones, parce qu'a priori, oui. Ce que j'ai cru comprendre, le mur d'Adrien est une inspiration du mur The Wall, donc Game of Thrones. Donc on s'est dit avec mon mari, on a pique-niqué là, on était seuls au monde, hein. Je te jure, on était seuls au monde, et on s'est dit waouh, on est en train de manger sur The Wall, quoi. Sur The Wall. Ouais, oui.
Le délire, quoi. Non, mais c'est vraiment magnifique. Si vous m'avez sur Facebook, descendez dans les publications, regardez les photos. J'ai posté des photos, en fait. Ouais, je me rappelle, elles étaient chouettes. Non, franchement, c'est vrai que moi j'étais en Écosse pour Beltane, justement. J'étais à Édimbourg. Je vous en avais parlé un petit peu aussi, puisqu'on avait fait aussi une chronique Witchy Planet sur Édimbourg et ouais. Franchement, c'est très très chouette, très très chouette aussi l'Écosse et voilà pareil, se décentrer et partir pour se promener dans les Highlands, c'est vraiment ouais, ça prend vraiment au trip quoi. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans la dimension ésotérique du lieu. Je vous ai parlé donc de la fête de Samhain. Alors toi, tu dis comment, Lina? Tu dis Samhain, tu dis Samhain, tu dis Samhain, tu dis quoi? Moi, je suis restée un petit peu comme à l'époque de mes débuts. Moi, je dis Samhain. En plus, j'ai écrit une chanson, tu sais, avec la. Oui, c'est vrai. Les sabbats. Et je disais déjà Samhain parce que ça rimait avec un autre mot. Mais bon, c'est pas parce que ça rimait avec un autre mot. Hein. C'est juste que moi, au départ, quand j'ai commencé, ça se disait Samhain, mais en fait c'est Samhain. Et d'ailleurs, je crois que c'est Kadarn, me semble-t-il. Tu me dis Kadarn si j'ai des bêtises. Je crois que c'est lui qui m'a expliqué comment s'en souvenir. Tu penses à Halloween parce que l'origine vient de Halloween de base. Donc Halloween, Samhain, tu vois, il y a une corrélation. Mais en fait, c'est du gaélique irlandais, et c'est vrai qu'en gaélique irlandais, on dit effectivement Samhain. Après, dans les, je dirais anglicisé, on dit Samhain, mais c'est normalement en fait incorrect quoi. Et en fait l'étymologie, alors c'est un peu controversé parce que c'est toujours pareil quand c'est des mots d'origine celte. Vous savez que il y a quand même toujours un petit peu de débat et qu'on n'a pas forcément de preuves, mais là où généralement la version où le plus de monde converge, c'est la contraction des mots Sam pour été et Fuin pour fin, puisque en fait Samhain marquait la fin de l'été, c'est-à-dire le début de la saison sombre et la fin de la saison claire, puisque les Celtes n'avaient que 2 saisons, ils n'en avaient pas 4. Voilà. Et c'est que Samhain, c'est une fête qui a une grande importance culturelle et historique en Irlande, et puis dans beaucoup d'autres régions d'origine celtique, et ce depuis près de 3 millénaires. Et on en parle souvent sur la radio, c'est le moment où on considère que le voile entre le monde des vivants et celui des morts est le plus mince. Et donc il y a un grand nombre de sources qui relient effectivement Halloween à cette fête celtique de Samhain. Alors, donc c'est un des 4 sabbats majeurs qui est célébré chez les Celtes, des fêtes qui sont encore et toujours très très vivaces en Irlande. Donc ces 4 sabbats, vous les connaissez par cœur, c'est Imbolc, Beltane, Lunasa et donc Samhain pour l'arrivée de l'hiver et des jours sombres. Et en fait, on raconte que les festivités duraient 7 jours au total, c'est-à-dire le jour de Samhain lui-même, qui était alors en fait pas au départ le 31 octobre, mais qui était en réalité initialement la pleine lune de novembre. Et donc c'était les 3 jours avant cette pleine lune et les 3 jours après. Donc 7 jours au total. Aujourd'hui, on dit que c'est effectivement le 31 octobre. Et lors de cette célébration, il y avait beaucoup de rites druidiques, beaucoup de festivités, des grands banquets, des sacrifices aussi évidemment à l'époque. Et c'était considéré comme une véritable aussi parenthèse, puisqu'elle marquait la trêve des combats, mais aussi la fin des travaux agricoles. Et on situe la disparition de Samhain au 7e siècle environ, avec évidemment le rouleau compresseur du christianisme, et c'est le pape Grégoire IV qui aurait définitivement enterré cette fête en ordonnant que soit célébrée évidemment le même jour la fête de tous les saints, qu'on appelait The Evening of All Saints' Day, et qui devient par contraction successive All Hallows Eve et enfin Halloween. Et la première Toussaint, comme on la connaît, a eu lieu en l'an 835, et avec la commémoration des défunts fixée au lendemain, soit le 2 novembre. En fait, comme toujours, le christianisme a récupéré en fait les pratiques et plutôt on va dire les dates de toutes ces
grandes fêtes païennes, pour aussi à la fois, on va dire, couvrir la pratique païenne, mais aussi embarquer les gens qui continuaient par ailleurs à avoir des pratiques païennes et qui ont progressivement intégré, on va dire, le christianisme. Donc voilà par rapport à la fête, à l'histoire, à l'origine de la fête de Samhain. Et maintenant, je vais vous parler de quelques traditions et légendes, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, selon toi, Lina, qu'est-ce que, quand tu penses à Samhain ou à Halloween de manière plus générale, qu'est-ce qui caractérise cette fête pour toi? Oh là, alors tellement de choses. Alors déjà, forcément, se déguiser. Moi, je suis de l'ancienne époque, parce qu'après coup, j'ai découvert le milieu. Mais quand je pense déjà à Halloween, moi, je pense au déguisement. Je pense en fait à la fête américaine de base. Mais oui, forcément, c'est celle qu'on. Alors, elle est Halloween et surtout, on va dire son existence aux États-Unis. C'est depuis 1800. Et ça vient de tous ces milliers d'Irlandais qui ont émigré aux États-Unis d'Amérique lors de la grande famine irlandaise et qui ont, du coup, on va dire, apporté cette tradition qui a forcément aussi évolué, intégré d'autres codes du pays là-bas, quoi. Et tu as prévu de te déguiser en quoi cette année? Alors en fait, moi j'ai une robe spéciale que je mets, donc je travaille le 31 octobre à mon boulot, et donc j'ai une robe spéciale avec des citrouilles dessus. Wow. Donc comme c'est une robe noire avec des petites citrouilles dessus, mais les citrouilles sont en bas, et moi comme je suis à l'accueil, on voit pas le bas, donc ça va, ça reste soft. Mais oui, puis en plus même, autour de moi, les gens se déguisent, on fait des décorations pour Yule, mais n'importe quoi. Ah non, là t'as pris un peu trop d'avance là. Moi je suis sur Yule, parce que je ferai pas de D'abord Samhain, fais gaffe parce que sinon les ancêtres ils vont venir, ils vont te lyncher. Donc forcément j'ai prévu tout un truc le 1er novembre. Il y a l'introspection qui est importante aussi à cette période que je ne rate jamais. Pour moi c'est hyper important l'introspection donc de cette période-là. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, alors cette année, j'ai eu l'immense bonheur, ma petite choupinette, tu peux pas imaginer comme je suis contente. L'année dernière, j'ai essayé de faire pousser des citrouilles, mais on n'a pas réussi. Oui, t'en parlais déjà, je m'en rappelle. Et cette année, on a réussi, on en a 2. Donc on a une grosse qui s'appelle Tinky, et puis on va la créer en bougie, là peut-être pas. Je verrai. Mais alors moi, j'ai acheté une citrouille, une jack-o'-lanterne, mais alors un truc de fou. Je pense honnêtement, en diamètre, elle doit faire au moins 60 centimètres. Au moins 60 cm. Elle est pas si lourde que ça. Alors j'ai jamais, en fait, chaque année, j'en achète une et je finis toujours par regarder ça pour la fin et je me fais avoir. Et à la fin, je suis à un jour des festivités et je me suis dit, non, j'ai plus la force de commencer à creuser, etc. Donc je finis par mettre un coup de marqueur. J'ai honte, hein. Mais là, non, non, celle-ci, je vais vraiment la creuser. Mais je finis toujours par faire sinon mon dessin au marqueur noir parce que j'ai trop la flemme. Voilà. Ça, c'était mon coming out de Samhain. Ça va être la grande première de creuser une citrouille parce que j'ai encore jamais fait ça, forcément. C'est la galère, hein. Franchement. C'est le sacerdoce quand même, hein. Donc non mais cette année je m'y remets. Allez, puis j'enverrai des photos pour preuve. Puis là elle est trop belle cette citrouille, donc ce serait vraiment pas lui faire honneur que lui mettre du marqueur. Donc on va la creuser. Hein. Envoyez-nous les photos. D'ailleurs, c'est un message à tous les enchanteurs. Si vous creusez votre citrouille cette année pour Samhain, envoyez-nous vos photos à contact@radioantasia.fr et on la mettra dans la newsletter, sur le site, etc. Et pourquoi pas créer même une vidéo spéciale de tous les auditeurs qui ont creusé leur citrouille. Alors je vais vous en parler un petit peu plus loin justement de la citrouille, mais pour en revenir par rapport à ce que tu disais par rapport aux déguisements. Alors les déguisements, ça date aussi vraiment de Samhain et c'était vraiment en fait une pratique pour en fait éviter les mauvais esprits. Les costumes qu'on mettait, ça avait vraiment une signification spirituelle et l'idée c'était vraiment de s'éloigner des mauvais esprits et de se camoufler en fait face à eux. Donc comme je vous disais avant, les Irlandais croyaient, et ils croient toujours, il y en a quelques-uns aussi à y croire, que la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'amincit durant Samhain.
Et justement, ces costumes étaient confectionnés. Alors à l'époque, à partir de matériaux naturels, des peaux d'animaux. Les gens se peignaient le visage avec des pigments naturels pour se camoufler ou ressembler à des esprits. Et puis plus tard, les déguisements se sont modernisés avec voilà. Et puis à l'époque, c'était plutôt, on va dire, des figures mythologiques ou des créatures issues du folklore irlandais, comme des fées, des lutins ou d'autres êtres surnaturels. Et évidemment, maintenant, avec le temps et avec Halloween, tout ça s'est mélangé, puis ça a intégré beaucoup d'autres croyances et pratiques, puis c'est devenu évidemment un petit peu plus commercial. Mais voilà, en fait, l'histoire du déguisement, pourquoi on se déguise à Samhain ou à Halloween, eh bien, c'est pour se camoufler des mauvais esprits. Alors moi, j'ai prévu cette année de me déguiser en bohémienne, en cartomancienne. Voilà, chaque année j'essaie de changer un petit peu. L'an dernier j'étais en sorcière, voilà, tradit. L'année d'avant j'étais en reine des enfers. Bon là je me suis dit allez, voilà, bohémienne, ça peut être sympa aussi. Et puis ça évite ça permet aussi de récupérer des vêtements. C'est facile de se confectionner avec ma garde-robe c'est facile de se confectionner un déguisement de bohémienne. Donc voilà. Moi je fais tellement simple. Moi j'ai ma tenue Harry Potter que j'avais achetée au parc. Donc, je suis en Gryffondor, en fait. Moi, Gryffondor un jour, Gryffondor toujours. Toi, t'es de la team Gryffondor, quoi. Moi, je suis à fond Harry Potter. Moi, j'adore aussi. D'ailleurs, je profite de ton intervention sur le sujet. On va faire une émission spéciale au mois de février, dans la chouette émission, samedi après-midi, autour du sujet de Hogwarts Legacy. Donc, si jamais les enchanteurs connaissent ce jeu et qu'ils veulent participer à l'émission, eh bien, on sera super content de vous faire participer, de connaître un petit peu votre ressenti autour de ce jeu. J'ai même contacté la team France donc de ce jeu. Donc, j'attends la réponse. J'aimerais beaucoup qu'ils participent, qu'ils me donnent des petits tips. Ce serait pas merveilleux. Je pense qu'on en a quelques-uns, des gamers dans la communauté. Je confirme. Ouais. Je crois aussi. Je pense que tu devrais trouver, sans problème. J'ai Altea qui dit pouf souffle. Non, je déconne. Julien, c'est Serpentard. Pourquoi je suis pas surprise? C'est bon, là on va avoir une battle là sur le chat. Et mon mari, devinez mon mari quelle maison il est? De quoi? Quelle maison mon mari il a? L'autre en face forcément quoi. Alors laquelle il pourrait être? Donc il est pas Gryffondor, sinon sinon ce serait pas drôle. Oui, c'est ça. Je sais pas, il est pas Serpentard? Non, pas du tout. Non. Alors attends, les noms des deux autres, c'est Ophélie a gagné. C'est Serre d'Aigle. Ophélie a trouvé. Ouais. C'est Serre d'Aigle. Bon, c'est bon. Oui, d'accord, ok. Non, je rigole. oui, donc il est Serre d'Aigle. Donc des fois on fait des battles Serre d'Aigle Gryffondor, donc voilà. Ça doit donner à la maison. Oui, ça donne. Alors, pour en venir en parler citrouille avant, je vais vous raconter aussi un petit peu la légende de Jack O'Lantern. Oui. Alors Jack O'Lantern, c'est évidemment devenu le symbole de la fête d'Halloween. Alors Jack O'Lantern, c'est ces grosses citrouilles creusées où on met justement une petite loupiote ou une bougie à l'intérieur. Alors en Irlande, on appelle ça aussi Stingy Jack, Drunk Jack. Vous allez voir pourquoi le drunk, et ou Jack the Smith, donc Jacques le forgeron. Et c'est un personnage qui est issu des contes irlandais. Et c'est en fait l'histoire d'un être condamné à errer à jamais entre le monde des morts et le monde des vivants. Donc vous voyez, on est en plein dans notre sujet. Alors je vais vous raconter cette légende, la légende d'un être malicieux qui se joue du diable. Tu es prête, Alina? Oui, je suis toute oui. Allez. Tout commence il y a de cela plusieurs siècles en arrière. Stingy Jack, un vieil ivrogne, est connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. D'ailleurs, Stingy, ça veut dire pingre. Ce dernier aime jouer des tours à son entourage, boire jusqu'à plus soif dans les pubs de la région et faire preuve de la plus grande méchanceté avec ses proches. Sa cruauté est telle que le diable en entend même parler et décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Descendant sur terre, le diable trouve Stingy Jack en train de tituber à travers la campagne irlandaise. « Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi, que je te condamne aux enfers pour l'éternité. » Malgré l'alcool, Jack ne se démonte pas et accepte. « D'accord, je te suis, mais avant de m'emmener, offre-moi un dernier verre au pub. » Le diable réfléchit alors et ne voit pas d'inconvénient à accéder à cette demande. Il accepte et emmène donc Jack au pub le plus proche.
Arrivé au comptoir, Jack commande une bière, mais ne trouve pas de pièce dans sa poche pour payer. Le diable décide de lui offrir la bière et se transforme en pièce de 6 pence. Mais au lieu de régler sa note, Jack attrape la pièce et la fourre dans sa poche, où se tient un petit crucifix en argent. Le contact avec la croix empêche alors le diable de reprendre sa forme véritable, et Jack, fier de lui propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille durant 10 ans. Le diable doit accepter, furieux, et retourne en enfer. Les 10 ans se passent. Le diable décide alors de revenir. Jack accepte de le suivre, mais lui demande si ce dernier veut bien lui cueillir une pomme avant de l'emmener. Le diable accepte, grimpe sur le pommier, mais Jack encercle alors le tronc de l'arbre avec plusieurs croix, piégeant une fois de plus le diable. « Libère-moi !» vocifère le diable. Jack accepte alors de le libérer, mais à la condition que le diable le laisse tranquille à jamais, ce qu'il accepte. Bien des années plus tard, Jack meurt et se retrouve aux portes du paradis. Mais Saint-Pierre lui en refuse l'accès du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se rend alors devant la porte de l'enfer et demande au diable de le laisser entrer. « Je ne te ferai pas entrer. Rappelle-toi la promesse que je t'ai faite. » Désespéré, Jack ne sait où aller. Il demande alors au diable quoi faire. « Retourne d'où tu viens. » Jack décide donc de retourner sur ses pas. Mais le chemin est sombre et effrayant. Et Jack a besoin de lumière pour progresser. Il demande alors au diable un peu d'aide. Le diable accepte et lui offre des braises issues de l'enfer qu'il met dans un navet pour faire office de torche. Et depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine entre le monde des morts et le monde des vivants, ne sachant où aller, son navet éclairé à la main. Donc voilà la légende de Jack O'Lantern. Alors vous voyez bien l'empreinte aussi du christianisme au passage, donc ça c'est quand même toujours assez marrant. Donc Jack O'Lantern c'est un personnage récurrent et comme je vous disais précédemment, ce ne fut finalement qu'au début des années 1800 que cette coutume justement de creuser des citrouilles, parce qu'au départ c'était plutôt des rutabagas ou des navets. D'ailleurs même ici en France, on a plusieurs traditions. Je sais qu'en Lorraine, Mimi nous le dira, mais on a, je crois, la fête des betteraves, des betteraves grimaçantes, et souvent c'était aussi des navets qu'on creusait où on plaçait des bougies. Et après, on a considéré, quand c'est arrivé aux États-Unis, que la citrouille c'était quand même plus pratique à utiliser. Donc voilà l'histoire de Jack O'Lantern. C'était superbe. Donc poussière d'étoiles pour Trisha Vera. Pour ta première sur Antasia, c'est magnifique. N'est-ce pas? Oh oui, tu nous as fait ça aux petits oignons. N'est-ce pas? Alors j'ai encore quelques petites choses. Est-ce que tu m'accordes encore 5 minutes ou est-ce qu'on est encore bien dans le timing? Ah oui, on est bien dans le timing. Ah c'est top. Alors je vais vous parler encore de 2 choses par rapport justement. Alors il y en aurait encore bien d'autres parce que c'est vraiment il y a vraiment un folklore très très riche autour de Samhain. Donc je me suis vraiment concentrée sur les essentiels. Donc il y a bien sûr la tradition de trick or treat. Donc cette fameuse formule des bonbons ou des sorts qui est une tradition typiquement irlandaise qui a perduré jusqu'à nos jours et qui s'est donc propagée aussi aux États-Unis. Donc cette maxime s'appuie ses sources dans l'histoire irlandaise et c'était les familles les plus pauvres qui avaient à l'époque pour tradition d'aller frapper aux portes une fois par an à l'occasion justement de Samhain et puis ensuite de la Toussaint au sein des maisons les plus riches afin de demander de la nourriture, du bois pour se chauffer ou de l'argent. Et ces familles les plus aisées avaient alors le choix de donner ou de refuser, mais évidemment si certaines étaient amenées à refuser, ça pouvait entraîner de vives réactions et notamment des mauvais tours. Par rapport à ces gens qui auraient refusé l'aumône. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est plus ça l'esprit de la tradition. Aujourd'hui, c'est surtout les enfants qui s'en vont quémander des bonbons à leur voisinage. Mais voilà en fait l'histoire de cette tradition trick or treat. Et enfin, aussi un élément, on en a parlé un petit peu dans cette notion par rapport à Jack O'Lantern, de ces braises de l'enfer, d'éclairer justement ces légumes creusés. En fait, à la fête de Samhain, il y a toujours eu aussi la pratique du feu purificateur. C'est vraiment la tradition, on va dire, du feu de joie. Donc, comme on l'évoquait précédemment, la fête de Samhain, ça annonçait la fin des récoltes, l'arrivée du
froid, de la nuit, où le dieu de la mort permettait justement donc aux morts de vivre le temps de quelques heures aux côtés des vivants. Et donc, souvent, ces tribus celtiques organisaient de grands banquets autour de grands feux de joie, qu'on appelle aussi bonfire en anglais, et ils ramenaient aussi de ce grand feu de joie, ce grand feu purificateur, une torche ou des braises qu'ils ramenaient dans leur foyer pour allumer leur premier feu de cheminée. Voilà. Et puis c'est aussi lors des feux de joie de la Samhain que, d'après certains textes, les gens se rencontraient aussi pour faire couple. Donc les hommes, a priori, pouvaient découvrir l'identité de leur épouse et on faisait brûler une mèche de cheveux afin de connaître l'identité de sa future femme. Bon, manifestement, la future femme, elle n'avait pas le droit de découvrir l'identité de l'homme, quoi. Bon, enfin bon, ça aussi, c'est toujours un peu récurrent, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc, aujourd'hui encore, les Irlandais continuent à faire, alors c'est plutôt quand même dans la campagne, mais on continue à faire des feux de joie à l'occasion de Samhain, d'Halloween. Et donc, voilà, on va cramer des palettes, du bois en tout genre, on va faire des grands brasiers pour écouter de la musique et vider quelques pintes de Guinness autour de ces feux de joie. Donc d'ailleurs, alors si vous décidez, si j'ai réussi mon coup qui est de vous donner envie d'aller à Dublin et peut-être même à l'époque d'Halloween, il y a vraiment des choses spécifiques à aller visiter à Dublin pour cette période-là. Vous avez déjà un super festival. Alors moi je l'ai jamais fait, mais j'aimerais vraiment beaucoup le faire. C'est le Bram Stoker Festival. Si vous êtes un fan inconditionnel de Dracula, puisque donc Bram Stoker, l'auteur, est né à Dublin en 1847, il y a un super festival. Et là vous avez donc la ville qui est littéralement envahie de gens costumés en vampires, avec plein d'animations, plein d'expositions. Qui sont organisés pendant 4 jours à l'occasion de ce festival. Vous avez aussi la Samhain Halloween Parade dans les rues de Dublin. Donc c'est tout un défilé qui va débuter à Parnell Square et qui va se terminer de l'autre côté de la Liffey. Généralement au Temple Bar, qui est vraiment aussi un bar, un pub emblématique de la ville de Dublin. Donc là, c'est rendez-vous le 31 octobre, chaque année, 31 octobre à 19h pour le début de la parade. Et puis donc pour finir la parade au Temple Bar. Et puis il y a aussi, alors je ne connais pas, mais je l'ai découvert, The Nightmare Realm, qui est un parc d'horreur indoor. Et apparemment, il est juste génial. Il a d'ailleurs remporté beaucoup de prix, notamment le prix du meilleur parc effrayant d'Europe en 2023. Donc c'est en fait un parc à thème d'horreur qui s'organisait dans un autre coin en Irlande, mais aussi en parallèle et depuis 9 ans à Dublin. Et donc vous avez plusieurs attractions comme des labyrinthes, un petit musée des horreurs, enfin plein de choses. Bref, presque une petite ville d'Halloween agrandie, pleine d'énergie, de frayeur, de spectacle. Donc voilà, The Nightmare Realm, pour ceux qui aiment les parcs d'attractions et qui aiment se faire peur, apparemment c'est le truc incontournable. Et aussi, on parlait avant d'Harry Potter. Et je vous parlais avant de Trinity College, donc qui est la plus ancienne université d'Irlande, qui a été fondée au XVIe siècle et qui vaut vraiment le détour. Vous pourrez vous rendre dans la Old Library, donc dans la bibliothèque, dans la vieille bibliothèque. Et là, vous pouvez regarder dans Google, si vous tapez Trinity College Old Library, c'est comme, vous avez des livres qui grimpent jusqu'au plafond. C'est vraiment comme dans Harry Potter, c'est vraiment très très impressionnant. Et enfin, une dernière chose à visiter. À Dublin, c'est la prison de Kilmainham. Donc c'est une des principales attractions touristiques de Dublin et qui est très facile à joindre depuis le centre-ville. Donc c'est une prison qui a été construite à la fin du XVIIIe siècle et qui a accueilli tant des petits voleurs que des prisonniers politiques impliqués dans la lutte pour l'indépendance de l'Irlande. Donc c'est vraiment en fait une prison très lugubre. De toute façon, je crois pas qu'il y ait de prison qui soit super pompélope, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment une ambiance particulière, vraiment un poids dans l'air très spécifique et c'est un bâtiment qui a évidemment connu son lot d'incidents violents et pénibles, ce qui fait d'ailleurs, et ça va pas vous surprendre, que c'est considéré comme l'un des endroits les plus hantés d'Irlande.
Et a priori, depuis sa rénovation en 1960, on recense des apparitions fantomatiques, des lumières fascinantes, des bénévoles qui ont été poussés par une force invisible. Donc voilà, encore une dernière chose un peu particulière à faire à cette période de Samhain. Waouh! Tu nous as gâtés, Vera, hein, vraiment. Il y en a des trucs à faire, hein. Ah ouais, non mais complètement. Non, ouais. Après, il faut pas hésiter, les amis. Vera a un mail, donc vera@radioantasia.fr. Si jamais vous voulez la contacter pour avoir des tips autour de sa chronique. Sa chronique sera diffusée sur Antasia TV, donc notre nouvelle chaîne YouTube. Je profite au passage pour remercier tous les auditeurs qui sont abonnés. Il me semble qu'on est arrivé à 60 et quelques auditeurs qui sont abonnés, donc merci à vous. N'hésitez pas à y aller, il y a le lien sur radioantasia.fr, donc Antasia TV. Et donc ton podcast sera en ligne d'ici quelques jours, ma très chère Vera, parce que je compte en fait séparer toutes les chroniques pour vraiment que les auditeurs puissent redécouvrir vos chroniques seuls sans avoir à écouter l'émission au complet. Ah bah super. Et surtout n'hésitez pas aussi pour ceux qui souhaiteraient en fait mon plan, le plan de ma chronique. Dedans pour la recette Witchy, j'ai intégré en fait la recette du barmbrack qui est le gâteau irlandais d'Halloween. Alors barmbrack ça veut dire miche-moucheté parce qu'en fait c'est un espèce de pain de cake avec qui est fourré au raisin sec et qui a en fait un gâteau qu'on faisait parce qu'il avait des vertus divinatoires. Donc en fait c'est un peu sur le principe de la galette des rois. On y cachait en fait dedans différentes fèves qui avaient différentes significations. Par exemple, si on tombait sur l'anneau, on se mariait dans l'année. Si on tombait sur le bouton et qu'on était un homme, c'était une vie de célibat pour l'année. Si on tombait sur le penny, c'est qu'on allait avoir de la richesse dans l'année, etc. Donc voilà, c'est un gâteau, enfin un gâteau pain qui est très très riche. Par contre, enfin moi ma mère le faisait, donc c'est voilà, vous pourrez récupérer cette recette witchy, le barmbrack, le gâteau irlandais d'Halloween. Donc tu comptes proposer des plans comme avant? Ah moi il est prêt. Alors si c'est à toi de me dire moi en tous les cas je l'envoie à tous ceux qui m'envoient un mail. Magnifique. Voilà, avec grand plaisir. Le plan de Vera est disponible, il suffit de lui écrire donc vera@radioantasia.fr. Vera c'est VERA @radioantasia.fr. Écoute, merci ma très chère Vera. Avec grand plaisir, Anna. Plein de gros bisous. La prochaine, toi tu passes chaque 3e dimanche du mois. Alors c'est vrai qu'exceptionnellement on est le 4e dimanche aujourd'hui, mais dans mon agenda j'ai pas compté le 1er octobre. Non mais c'est pas grave. Écoute, c'était un grand honneur de participer à la première émission de Radio Antasia. Et puis à partir du mois de novembre, je reprends mon créneau habituel du 3e dimanche. C'est ça. Ça va être pareil pour Ether. Ether avec sa chronique autour de la Belgique qui va passer d'ailleurs à 11h. Ça va être la même surprise. Voilà. Top. Gros bisous. Plein de bisous ma petite Vera et encore. Bye bye. Ciao. Allez, au revoir à tous. Bye bye. Chaque dimanche matin, entre 9h et 12h, retrouvez l'émission Le Réveil des Enchanteurs.